Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le Premier ministre participe à la plénière sur les technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture. Aux nouvelles mondiales, au Brésil, une immense décharge réhabilitée en mangrove. Les détails dans cette édition de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, un communiqué qui nous parvient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État en République du Niger. La République de Djibouti appelle les auteurs de ce coup d'État inconstitutionnel en violation des principes démocratiques chèrement acquis par la République du Niger et son peuple à la libération immédiate et sans condition du président démocratiquement élu, son Excellence M. Mohamed Bazoum. La République de Djibouti, en sa qualité de président de l'autorité intergouvernementale pour le développement, appuie les efforts de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale déployés pour soutenir le gouvernement légitime en place afin de préserver l'ordre constitutionnel. Fin de communiqué. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a participé en marge de son déplacement en Italie, à Rome, la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture. Lors de sa participation à cette plénière, le Premier ministre a prononcé un discours défendant l'importance cruciale de ces technologies pour lutter contre les famines chroniques, les changements climatiques et les pandémies qui affectent la planète. Le Premier ministre djiboutien a rappelé que la République de Djibouti s'est engagée dans l'ère spatiale comme elle s'est engagée à développer une recherche scientifique de haut niveau dans la lutte contre les changements climatiques et pour la sécurité alimentaire. Le premier nanosatellite fabriqué par des ingénieurs et techniciens djiboutiens sera lancé en novembre 2023, permettant déjà une imagerie de base et un outil de suivi des stations hydroclimatologiques surveillant le bassin versant de l'oued d'Ambouli qui a causé par le passé de graves inondations. Un deuxième nanosatellite sera lancé au courant de l'année 2024 selon le Premier ministre. Voici l'allocution à présent du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, à la tribune de la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture. Nous l'écoutons. Connaît des famines chroniques depuis plusieurs décennies, accentuées par les changements climatiques et les pandémies. Ces famines sont source de conflits, source de migration, de pertes humaines et animales très importantes. Il s'avère donc indispensable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations à travers la prévention des aléas du climat, la lutte contre les ravageurs des cultures et aussi une meilleure gestion de l'eau et des terres par la collecte des données et de leur traitement. Notre pays, Djibouti, dans la région de la Corne de l'Afrique, dispose d'un territoire très accidenté, dont l'accès ne facilite pas la récupération des informations de nos stations climatologiques installées dans le pays, en termes de température, de pluviométrie et en temps réel, et d'hydrométrie aussi, c'est très important. Alors, nous avons opté pour d'autres moyens pour disposer de ces données et de collecter ces données, à savoir disposer des satellites est pour nous un moyen efficace pour remédier à cette situation
et de mieux comprendre les enjeux environnementaux auxquels notre pays et d'autres pays de la région font face. Par conséquent, les technologies aérospatiales sont aujourd'hui parmi les plus prometteuses pour une gestion durable des ressources. Elles interviennent directement ou indirectement sur l'ensemble de ces 5 pistes d'action proposées en 2021 par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Mon pays s'est engagé dans l'ère spatiale comme elle s'est engagée à développer une recherche scientifique de haut niveau dans la lutte contre le changement climatique. En marge de sa participation à la plénière consacrée aux technologies aérospatiales appliquées à l'agriculture, Son Excellence le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation ont eu des entretiens avec le président du FIDA, avec lequel il a été convenu de la mobilisation des ressources pour un certain nombre de projets à travers son leadership. Le FIDA, très attentif au programme résumé dans le pacte national de sécurité alimentaire soumis par la République de Djibouti, s'est engagé de faire le nécessaire et accompagner le pays pour mobiliser les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux autour de cet ambitieux programme. Enfin, il a été question des projets de développement sur la chaîne des valeurs pour lesquels le FIDA a introduit une requête auprès du Fonds vert pour le climat. Ce programme est toujours en instance d'approbation par le conseil d'administration du Fonds vert et Djibouti sera avisé de l'obtention du feu vert de cette instance de décision. De plus, Djibouti ne bénéficiant plus du guichet dont le Premier ministre a demandé au FIDA de reconsidérer l'allocation par cycle de Djibouti, le porter à 6 millions de dollars au lieu de l'enveloppe actuelle de 4 millions. Cette rencontre a été suivie par une réunion de travail avec la directrice exécutive du PAM. Il a été question également de parcourir ensemble les impacts de différentes interventions de cet organisme qui dispose d'une plateforme de dispatching à Djibouti. Lors de ces échanges, le Premier ministre djiboutien a sollicité une meilleure couverture des besoins du pays, et en particulier à l'endroit des populations rurales et les populations flottantes vivant au sein de la capitale et par conséquent augmenter le volume de produits alimentaires destinés à Djibouti. Le Premier ministre n'a pas manqué de féliciter le PAM pour sa contribution auprès du ministère de la Solidarité pour l'appui alimentaire et le transfert monétaire. Il a exhorté le PAM à évoluer vers un processus basé sur une chaîne de valeur permettant l'autonomisation des bénéficiaires par graduation pour accompagner leur employabilité. Par exemple, la formule Cash for Work, plus incitative pour encourager les bénéficiaires, par exemple, à la production laitière, à la conservation, la mise en bouteille, le Cash for Work pour l'ouverture des pistes en permettant aux hommes de désenclaver leur terroir. La directrice exécutive s'est engagée en coordination avec l'équipe pays à prendre en compte la demande du pays et de tout mettre en œuvre pour son exécution dans le meilleur délai. En Tanzanie, à Dar es Salaam, mercredi soir, les chefs d'État et des délégations africains ont adopté à l'unanimité la déclaration sur le capital humain lors du sommet de Dar es Salaam 2023 en Tanzanie. La présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré que le développement du capital humain était essentiel pour réaliser une résilience durable et une croissance inclusive en Afrique. Lors de ce sommet, la présidente Hassan a souligné l'importance de l'investissement dans les êtres humains par le biais d'une éducation de qualité, d'une alimentation domestique, de la création d'emplois et du développement des compétences. La déclaration adoptée s'est concentrée sur 7 domaines clés qui joueront un rôle essentiel dans le développement du capital humain en Afrique. L'éducation et le développement des compétences. Les dirigeants africains ont convenu de renforcer les systèmes éducatifs et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour doter les jeunes des compétences nécessaires pour réussir dans une économie en évolution rapide. Amélioration de la santé et du bien-être, des efforts concertés seront déployés pour renforcer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux soins médicaux et de lutter contre les maladies infectieuses et non transmissibles. L'autonomisation des femmes et des filles, les dirigeants se sont engagés à promouvoir l'égalité de sexe, à mettre fin aux pratiques discriminatoires et à créer des opportunités économiques pour les femmes et les filles.
Les pays africains travailleront ensemble pour stimuler la recherche scientifique et la technologique, scientifique et technologique, en favorisant ainsi l'innovation et le développement des solutions adaptées aux défis du continent. Alors que le continent africain fait face à des divers défis, la volonté politique exprimée lors du sommet de Dar es Salaam 2023 inspire l'espoir d'un avenir meilleur et plus prospère pour les générations futures. Les pays africains sont désormais engagés à investir dans leur capital humain, reconnu comme un pilier essentiel de la prospérité à long terme. On revient à Djibouti, où c'est dans la journée du mercredi 26 juillet 2023 que le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, son Excellence M. Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendu dans la région de Dikil pour constater des visu les travaux de reconstruction de la route nationale 1, précisément du tronçon d'Agiru-Galamo. En participant à cette visite, le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdouroble, le vice-président du conseil régional, M. Gourou Ibrahim Abdallah, le directeur du cabinet de la présidence, M. Mohamed Sadek, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Soubané Saïd Ismail, le directeur général du DPCR, M. Abdi Farah Ibrahim, ainsi que les représentants de la société contractante, la Yuni, la société sous-traitante et le cabinet de consultants Saouditech. La délégation conduite par le ministre a procédé à la visite des travaux et des ouvrages dans les localités de Alam Baltou, Galamo, Garabais et Gorambous. Après avoir sillonné le long du corridor, le ministre a présidé une réunion de travail dans la base vie de l'entreprise à Yoboki avec les parties prenantes de ce projet. Il faut noter également que malgré les retards enregistrés, les travaux ont repris et s'effectuent dans de bonnes conditions. L'entreprise s'est engagée à augmenter les moyens humains et matériels pour rattraper le retard et finir le chantier dans le respect du délai contractuel. L'agence djiboutienne des routes, maître d'ouvrage délégué de ce projet, chargé de pilotage du projet, reste mobilisé pour mener à bien ces travaux. Pour sa part, le ministre s'est dit réjoui de cette visite et a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ce projet qui va contribuer à l'amélioration du niveau de service de la route 1, de la route nationale 1. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet de grande envergure. Après avoir sillonné le long du corridor, le ministre a présidé une réunion de travail dans la base de l'entreprise à Yoboki avec les parties prenantes de ce projet. Il faut noter également que malgré les retards enregistrés, les travaux ont repris et s'effectuent dans de bonnes conditions. L'agence djiboutienne des routes, maître d'ouvrage délégué de ce projet, chargé du pilotage du projet, reste mobilisé pour mener à bien ces travaux de reconstruction. Ce mercredi 26 juillet 2023, la 15e promotion du stage international perfectionnement en Côte-d'Or de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par la substitut du procureur général en la personne, Mme Leila Mohamed Ali. Organisé dans la salle de réception, l'événement a vu la participation de l'adjoint au préfet d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale,
de la présidente de la Cour d'appel, des attachés de sécurité intérieure et des défenses de la France et de l'Éthiopie, du représentant directeur général de la police nationale, du représentant du directeur de la sécurité nationale, de la représentante de l'INFD, des magistrats et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. La 15e promotion composée de 13 stagiaires venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie nationale, la police nationale, la sécurité nationale et la garde-côte djiboutienne, a reçu les diplômes, les insignes et des représentants et des présents de la part des officiels. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. En aparté, le colonel Zakaria Hassanaden a félicité les récipiendaires pour leurs très bons résultats. Il les a exhortés également à poursuivre leur engagement et à être des exemples dans leurs institutions respectives. Enfin, le chef d'état-major n'a pas manqué de souhaiter un bon retour dans leurs pays respectifs aux stagiaires des pays amis. Au cours de cette cérémonie qui a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, la présidente de la promotion, de la majeure de la promotion, a pris la parole pour résumer le programme riche dont ils ont bénéficié, lequel a combiné théorie et pratique sur le terrain durant les semaines écoulées. De promotion, c'est pour moi un immense honneur, mais aussi un plaisir que de pouvoir prononcer ces quelques mots au nom de mes collègues stagiaires devant cette illustre assemblée, à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de la 15e promotion de perfectionnement enquêteur. Permettez-moi tout d'abord, dans mon propos liminaire, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis de voir ce jour et d'être rassemblés ici à l'EI3 PJ. Mesdames et messieurs, il y a juste 6 semaines, jour pour jour, nous, 13 stagiaires venant de 8 pays d'Afrique, en l'occurrence le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, pays hôte, la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Mauritanie et la République du Congo, débutions ici à l'EI3PJ, cette grande et prestigieuse école qui est la consécration de l'excellence de la coopération entre 2 pays frères, Djibouti et la France, notre stage de perfectionnement enquêteur, en vue d'être outillés pour exercer les nobles fonctions d'enquêteur. Aujourd'hui, au terme de ce séjour de stage, nous pouvons aisément tous affirmer que les objectifs visés ont été largement atteints. C'est dans un environnement exceptionnel, associant des infrastructures contemporaines et un plateau technique moderne, que nous avons reçu un enseignement de qualité, associant cours théoriques et cours pratiques. Pendant 6 semaines, nous avons bénéficié de moyens pédagogiques novateurs, basés sur l'apprentissage par la simulation, associant mannequins et exercices de mise en situation. Nos capacités ont été significativement renforcées dans les domaines de la déontologie, de la méthodologie, de l'organisation de l'enquête, des investigations judiciaires, de la rédaction des enquêtes, de l'observation, de la surveillance et de la filature, et de la gestion d'une scène d'infraction, pour ne citer que ces points-là. Le directeur de l'I3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Taqayad, lui, pour sa part, a exposé de manière succincte le programme du stage. L'officier supérieur a souligné l'assiduité et l'intérêt dont les apprenants montrent tout le long de l'enseignement et l'engouement qu'ils ont manifesté dans leur apprentissage. On écoute. Sur le plan régional, cette école forme et perfectionne les commissaires, les inspecteurs de police, les officiers
de la police et de la gendarmerie, ainsi que des sous-officiers OPJ du continent africain et ceux de l'océan Indien. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, nous remercions ici, dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, sous son haute autorité, d'avoir permis l'installation et l'implantation de ces prestigieux centres d'excellence de la police judiciaire et de la criminalistique sur ces sols de havre de paix et de stabilité continentale. Dans une société complexe et en perpétuelle évolution, où les défis sécuritaires sont considérables, la doctrine de la police judiciaire est de permettre à ces peuples des pays d'Afrique et de l'océan Indien de vivre en harmonie sociale. La présidente de la cérémonie, Leila Mohamed Ali, a dans son allocution évoqué l'importance du stage perfectionnement enquêteur, la qualité des enseignements dispensés à l'I3PJ et surtout le professionnalisme affiché au quotidien par les instructeurs. Voici ses propos. Au gré de mes interventions au sein de cette dynamique institution, j'ai eu le plaisir de constater qu'outre ces visées internationales, la volonté de former l'ensemble des corps habilités à conduire des missions de police judiciaire semble se parachever. En effet, lorsque les modules d'enseignement sont délivrés de manière transversale aux divers corps institués, cela permet de tisser un réseau de professionnels certes efficients dans leur domaine, mais aussi après à collaborer avec d'autres interlocuteurs, compte tenu de leur socle commun de formation. D'autre part, l'approfondissement des techniques d'investigation est une composante indispensable à leur déploiement optimal, puisqu'impensable que les pouvoirs conférés par la loi puissent s'exercer invariablement de la même manière. Les changements qui affectent nos sociétés se reflètent parfaitement dans les faits dont sont saisies les forces de l'ordre, justifiant ainsi pleinement le renforcement et le suivi de leurs capacités professionnelles. C'est dans le but de rationaliser et de simplifier le processus de déclaration des employés et de paiement des cotisations sociales que la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, a organisé aujourd'hui un événement informatif à l'hôtel Sheraton. L'événement avait pour objectif de présenter aux participants le nouveau système de la télédéclaration et de télépaiement récemment mis en place. La principale intention de cette conférence était de familiariser les participants, en particulier les représentants des diverses banques, avec les procédures et les protocoles informatiques dédiés associés au nouveau système de télédéclaration et de télépaiement. En exploitant les technologies modernes, la CNSS vise à rendre le processus de déclaration et de paiement des cotisations sociales plus efficace et convivial pour les employeurs et les entreprises.
La conférence a vu une présence notable de participants, y compris des représentants des banques importantes à Djibouti. Parmi les participants clés figurait le directeur général de la CNSS par intérim, M. Abdulkader Dini Abdulkader, qui a joué un rôle essentiel en présentant les détails du nouveau système au public. Sa présence a démontré l'importance de cet événement et l'engagement de la CNSS à améliorer le processus de contribution à la sécurité sociale. On écoute à présent le directeur général par intérim de la CNSS. Il est indubitable que l'ère numérique occupe une place croissante dans l'ensemble du globe. Et cela n'épargne pas le secteur de la sécurité sociale. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti se doit de s'adapter à cette nouvelle réalité digitale afin de prodiguer à ses affiliés et employeurs des prestations plus efficientes, rapides et aisément accessibles. La transition vers les télédéclarations et les télépaiements des cotisations sociales confère maints avantages. En premier lieu, cela permet de substantiellement réduire les délais de traitement en éliminant les contraintes inhérentes aux démarches physiques et aux procédures manuelles. Les employeurs peuvent désormais transmettre leurs déclarations de manière électronique, ce qui facilite la traçabilité, l'archivage et la vérification des données. De même, les travailleurs indépendants peuvent, de façon fluide et prompte, accéder à leur compte en ligne et s'acquitter de leurs cotisations. L'heure numérique offre également aux affiliés une meilleure expérience utilisateur. Ils peuvent accéder à leurs informations personnelles, consulter l'état de leurs cotisations et obtenir des relevés de comptes en temps réel. Ce gain de transparence, nous l'espérons, contribuera à renforcer la confiance envers les systèmes de sécurité sociale. De surcroît, la possibilité de formuler des réclamations en ligne accélère la procédure de traitement et assure des réponses plus promptes aux besoins des affiliés. Je voudrais rappeler que la numérisation et la dématérialisation des prestations s'imposent comme un impératif pour moderniser nos services, mais aussi pour protéger l'environnement en réduisant considérablement l'utilisation des papiers. Autre actualité de ce journal, les contrôleurs sanitaires de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire, connu dans son acronyme LANA, et la gendarmerie nationale de la brigade nord de PK12 ont procédé dans la matinée d'aujourd'hui, 27 juillet 2023, à l'inspection de l'entrepôt situé aux zones de PK12. En effet, il a été saisi une quantité importante des denrées alimentaires composées de riz, farine, mayonnaise, huile alimentaire et chips endommagés, périmés et impropres à la consommation humaine. Par ailleurs, ce commerçant était mal intentionné et pratiquait des actes de falsification consistant en le changement d'emballage et l'utilisation de la farine tamisée dans la production de pain de boulangerie afin d'induire les consommateurs en erreur. De ce fait, le LANA a rapidement fait appel aux forces de l'ordre, en l'occurrence la gendarmerie nationale, pour effectuer la saisie de l'ensemble de ces produits. De même, le LANA, en présence de la gendarmerie nationale, a procédé à la fermeture de local. Les prévenus responsables de ces méfaits seront déférés devant la justice. Le LANA est toujours présent pour la répression de fraude et assure le contrôle sanitaire des produits alimentaires mis sur le marché national dans l'ensemble du territoire. Contrôle qui a eu lieu depuis hier soir du service LANA en collaboration de la gendarmerie PK12 Nord. Bon, ces éléments ont mis sur la main sur plusieurs produits périmés et surtout des aliments de première nécessité tels que le riz, les farines, ainsi de suite.
aussi, cette opération a permis à la saisie des matériels, des confections, des faux étiquetages pour modifier les dates de présomption ou les emballages. Donc, ces faits aussi graves, les auteurs seront poursuivis et déférés devant la justice. Je vous emmène au nord à présent, où le nouveau préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, a poursuivi ses activités dans la localité de Orobor et d'Alaï en ce mercredi 26 juillet 2023. Accompagné par ses proches collaborateurs et les cadres de la région, le déplacement a débuté par Orobor, où la délégation a été accueillie par le président par intérim du conseil régional, le député de la région, M. Kamel Hamed, les sages et la population locale avec un accueil très chaleureux. La réunion s'est tenue sous l'arbre palabre de la localité. Le local général de la localité a ouvert la séance par le mot de bienvenue au préfet et à sa délégation. S'en est suivi les interventions des autres intervenants de la communauté. Parmi les doléances de la communauté, il y a la question de l'eau, la demande de construction de dortoirs au poste de santé, la création des activités génératrices de revenus. Après Orobor, c'est le village de Dalaï qui a accueilli à son tour la même délégation. Après le mot de bienvenue, les intervenants ont soulevé leurs préoccupations au préfet Moussa Aden Migane. Les préoccupations posées, toujours l'eau, rémunération des employés non salariés et le renforcement des capacités de la coopérative de pêche du village. Le préfet a de son côté assuré et accompagné toujours les doléances de la communauté. Il a aussi confirmé qu'il va apporter des solutions rapides et à résoudre la question de l'eau. Sport à présent, la délégation djiboutienne est arrivée à l'aéroport international de Kinshasa pour participer au 9e jeu de la francophonie. La délégation a été composée des entraîneurs ainsi que des athlètes, dont un para-athlète. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la commission d'organisation des Jeux. Ensuite, ils ont été conduits au village des Jeux où tous les pays participants à ces 9e Jeux seront hébergés jusqu'à leur date de retour. Du 28 juillet au 6 août, Kinshasa vibrera au rythme des talentueux artistes et sportifs venus des 5 continents pour représenter leur pays au 9e jeu de la francophonie. Notre pays sera en lice dans 3 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le judo et le para-athlétisme. C'est certainement un moment passionnant pour nos athlètes et leur délégation. Bonne chance et nous leur souhaitons beaucoup de succès. Aux nouvelles mondiales, je vous le disais dans les titres, au Brésil, des montagnes de déchets ont été remplacées par une immense zone verte couverte de mangroves. C'est le projet de la Société municipale de nettoyage du Rio de Janeiro et une entreprise privée. Le binôme a récupéré 100 hectares de la décharge située dans le quartier de Jardim Gramacho dans le but de dépolluer les eaux de la baie Guanabara à Rio. Grâce à sa capacité impressionnante d'absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la fabrication forestière la mieux adaptée à la restauration des écosystèmes marins et côtiers en fin de vie. Une étude estime qu'un hectare de mangrove peut stocker entre 2 à 4 fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation. Outre le rétablissement de la flore, la faune se refait également une santé avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais la zone. Il s'agit d'une étape modeste compte tenu de la taille de la baie, mais significative dans sa dépollution. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.